Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon deuxième et dernier point lecture pour le mois de mars. Cette vidéo du coup va être un petit peu plus longue que d'habitude puisque j'ai 6 romans ainsi que 2 titres graphiques à vous présenter. Mais je me suis dit, comme j'avais plus d'autres choses après à vous présenter, je me suis dit que autant tout regrouper d'un coup, ça me permettra de rattraper un petit peu mon retard sur les points lecture. Puisque du coup effectivement depuis le mois de mars j'ai un rythme de lecture qui s'est quand même un peu ralenti. C'est lié à pas mal de changements, de choses que vous verrez peut-être prochainement sur la chaîne. Enfin bref, du coup pour aujourd'hui je vais vous parler tout d'abord de La mort du temps par Aurélie Wallenstein. Ensuite ce sera au tour de Si longue soit la nuit par Christophe Lambert. Puis je vous parlerai de Tant qu'il le faudra par Cordelia. Ensuite je vous parlerai de 2 lectures que j'ai effectuées en version numérique, à savoir Les fantômes de Cassiopée et Le ventre par Céline Chevet. Pour terminer côté roman, je vous parlerai de ma lecture de Queenie par Candice Carty-Williams. Et côté graphique, je vous parlerai de mes lectures de Radium Girls et de Silencieuse. Hop. Je démarre donc avec La mort du temps par Aurélie Wallenstein. C'est un titre que j'ai lu en fait au cours du mois de mars. Il y avait un challenge par rapport aux anciens sélectionnés du PLIB et du coup ça rapportait plus ou moins de points, et comme Aurélie Wallenstein est une ancienne lauréate, voilà, c'était l'occasion de découvrir ce roman. C'était le dernier d'elle qui me restait dans ma pile à lire. La mort du temps, c'est son roman qui a peut-être les moins bons avis, en tout cas c'est un de ses romans qui a des avis les plus partagés. Mais malgré tout j'étais assez curieuse de le découvrir, je l'avais trouvé je crois en tout petit prix en occasion, donc voilà, c'était le moment de le découvrir. Dans La mort du temps du coup on est sur un titre d'apocalypse, puisqu'au tout début du récit on suit une jeune femme qui s'appelle Calista, qui se réveille dans un hôpital et elle se rend compte que c'est l'énorme bordel dans le monde entier, et que clairement l'apocalypse est en train d'arriver, et qu'elle arrive sous la forme d'une sorte de rayon qui pulvérise tout ce qu'il y a autour et qui progresse petit à petit en partant de l'épicentre, à savoir Paris, et qui progresse autour. Calista en fait se souvient de très peu de choses, mais elle se souvient avoir eu un accident de voiture lors duquel sa meilleure amie, ou plus si affinité, a perdu, alors je sais plus si c'est l'usage de ses jambes ou en tout cas est restée handicapée avec de lourdes séquelles, et cette meilleure amie est à la campagne plutôt vers l'est, et du coup en fait Calista va décider de partir vers l'est à la recherche, en sachant de cette meilleure amie, en sachant en fait que à chaque fois que le rayon passe, il pulvérise tout sur son chemin, et qu'en plus de ça, il commence à se passer pas mal de choses très très bizarres qui laissent à penser qu'il y a une anomalie par rapport à la ligne temporelle, puisqu'en fait on a pas mal de monuments qui arrivent de plein de périodes différentes et qui se mélangent, pas mal de choses voilà, très, très bizarres qui surviennent, qui se mélangent complètement, et ça redessine complètement le monde, enfin en tout cas Paris et puis tous ses environs. Et donc voilà, du coup on va suivre Calista dans tout ça, elle va rencontrer différents compagnons de route qui étaient très intéressants. J'ai vraiment beaucoup aimé l'apocalypse qui est proposé avec ce problème temporel, j'ai trouvé ça hyper audacieux, enfin hyper bien vu et puis assez original. J'ai beaucoup aimé le côté survivalisme, voilà, la faille temporelle, etc. J'ai beaucoup aimé les personnages et leurs relations. Après j'ai eu un petit peu plus de mal malheureusement en fait avec toute l'explication qui va autour, donc du coup avec le tout début et puis également avec la toute fin. En fait j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il y a dans le récit, mais moins comment est-ce que c'est amené, comment est-ce que c'est expliqué par l'autrice. Et c'est pareil pour ce qui est de la fin, il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes, et puis il y a d'autres choses du coup qui m'ont moins convaincue parce que les explications autour de tout ça m'ont pas franchement convaincue. Mais dans l'ensemble ça reste une bonne lecture parce que j'ai vraiment passé un très bon moment avec la grande majorité du livre, c'est-à-dire que le livre fait 280 pages, on va dire qu'il y a peut-être les 25-30 dernières pages qui m'ont pas trop plu et puis les 20 premières, enfin voilà. Sinon il y a au moins 200 pages dans le titre que j'ai vraiment beaucoup aimé lire, que j'ai beaucoup aimé suivre, que j'ai trouvé très prenante et vraiment intéressante. Donc voilà, du coup ça a été une bonne lecture que je vous recommande pour tous ces aspects là si ça vous intéresse, si ce que je vous en ai dit vous intéresse. Et puis donc pour ma part je lui ai mis la note de 15 sur 20. On reste dans un titre plutôt de survie avec Si longue soit la nuit par Christophe Lambert. C'est un titre dont je vous ai parlé dans mon vlog qui est sorti sur la chaîne il y a quelques temps puisque je l'avais lu dans le cadre d'un readathon. Il est sorti du coup aux éditions Fleurus. C'est un titre assez court, je l'avais reçu en service presse. Et donc dans Si longue soit la nuit, on suit en fait un groupe de 4 adolescents qui s'appellent... Alors je crois qu'il y a encore une Calista si je dis pas de bêtises. Non, ils sont 5. Il y a Dani, Laura, Calista et Johnny. Et le 5e, je sais plus comment il s'appelle. Le dernier...
et Andrew, c'est ça. Donc en fait on a ces 5 adolescents là, je crois que les 5 sont dans la même classe au départ, mais ce sont 5 profils très différents. Donc on a la première de la classe, on a une autre fille qui est plutôt une fille très populaire, très axée réseaux sociaux, etc. On a un jeune homme qui fait pas mal de bêtises, qui est assez mal considéré, qui est issu d'un milieu assez défavorisé en plus de ça. Et puis on en a notre personnage principal, entre guillemets, Danny. C'est un jeune homme qui est arrivé depuis pas très longtemps je crois dans l'établissement et dont on ne sait pas forcément grand chose, si ce n'est qu'il y a une histoire assez bizarre avec sa sœur, une histoire de disparition par rapport à sa sœur. Et puis Andrew, le 5e, c'est un personnage qui est en fauteuil roulant, qui est handicapé et qui est très en marge des autres. Donc voilà, du coup on a en fait ces 5 adolescents qui se retrouvent ensemble dans un lycée. Ils se retrouvent en fait tous les 5 dans un lycée, ils comprennent absolument pas ce qui se passe et ils voient qu'autour du lycée vraiment c'est l'apocalypse, c'est une énorme tempête, enfin voilà, c'est vraiment le bazar. J'ai beaucoup aimé la dynamique de groupe qui est proposée, j'ai trouvé que le récit était hyper addictif, on a toujours envie d'en savoir plus. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait quelques personnages, quelques incohérences, alors des petites choses, mais alors malheureusement des petites choses souvent liées au domaine médical ou pharmaceutique également, et comme c'est quelque chose que je connais un peu, du coup j'ai vu ces incohérences. Et puis on a également donc le personnage d'Andrew qui est un personnage handicapé et j'ai eu du mal avec son traitement. Alors ça s'explique plus ou moins par la conclusion. Il y a des choses qu'on nous explique où on comprend pourquoi il y a certaines choses qui étaient un peu bizarres, mais il n'empêche que j'ai eu du mal avec le traitement de ce personnage et que j'ai trouvé ça un peu dommage. Je pense pas qu'il y ait eu de relecture par une personne concernée, par une personne en fauteuil roulant, parce que vraiment je trouve que ça fait pas très crédible et puis qu'il a pas un rôle très chouette. Et de manière générale c'est pas forcément cool de donner le mauvais rôle à un personnage issu de minorité, voilà, puis après de l'expliquer avec des trucs un peu bizarres, enfin voilà, ça m'a un peu dérangée de ce côté là. Et pour ce qui est des explications, on va dire que l'explication elle se finit en 2 choses. Alors, sans vous spoiler du tout, mais il y a une explication de pourquoi tout ça s'est passé, ça m'a pas trop plu. Et puis il y a une explication de comment du coup ils peuvent sortir de ce bordel. Ça j'ai trouvé ça plus intéressant. Donc voilà, du coup c'est pareil pour la fin, j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes et d'autres choses qui m'ont un peu moins convaincue. C'est souvent le cas avec des titres aussi courts que celui-ci, puisque voilà, il fait 215 pages et puis clairement voilà, c'est écrit super gros. Donc bon, on pouvait un petit peu s'attendre à ce que la fin soit un peu précipitée, je trouve que c'est effectivement le cas. Mais voilà, après je l'ai lu en lecture commune avec Amanda, donc des fantaisies d'Amanda, et c'était super chouette d'échanger avec elle sur ce titre. Je vous mettrai le lien de son blog et son compte Instagram en barre d'infos. Donc voilà, merci Amanda, grâce à toi du coup je me suis décidée à le sortir plus rapidement. Et du coup donc je lui ai mis pour ma part la note de 13/20. Ensuite, j'ai lu Tant qu'il le faudra par Cordelia aux éditions Akata, c'est un roman. Je l'ai lu pareil, je l'ai commencé en fait, ou je l'ai continué peut-être, pendant le même challenge et je l'ai terminé ensuite. C'est un titre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très prenant. Alors, il fait 300 pages, pour le coup c'est des pages bien remplies, hein. Et à la fin on a une petite galerie de personnages, alors on n'en a que 4 pour cette fois-ci. On a je crois les 4 personnages dont on a les points de vue dans ce tome-ci. Donc en fait, Tant qu'il le faudra, au départ c'est un roman, un type de feuilleton par épisode qui était publié sur Wattpad et donc qui est en 3 tomes, enfin en 3 saisons qui sont maintenant terminées. Ça a été retiré de Wattpad pour être retravaillé, pour être édité, donc le premier volume est sorti et le tome 2 et le tome 3 sont prévus. Ils sortiront chez Akata également, le tome 2 peut-être à la fin de l'année je crois, enfin voilà, donc en tout cas c'est vraiment prévu, ça va arriver prochainement et d'ici pas trop longtemps a priori, puisqu'en fait tout est déjà écrit mais qu'il y a un travail maintenant, enfin il faut faire, il y a apparemment beaucoup de corrections, des petits ajouts, des modifications etc. à faire, mais voilà, du coup j'aime bien aussi suivre un peu tout ça sur le compte Instagram de Cordelia. Et puis Cordelia c'est quelqu'un moi que je suis depuis très longtemps, elle a une chaîne Booktube qui parle beaucoup de diversité et également donc un compte Instagram, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps et j'entends parler du coup de Tant qu'il le faudra depuis très longtemps. J'avais commencé à le lire sur Wattpad mais c'est vraiment pas un mode de lecture qui me convient, du coup j'avais laissé tomber en fait. Comme après j'avais vu que voilà, qu'il y avait une sortie papier qui était annoncée, ben, je m'étais dit que je le lirais à ce moment-là.
Donc l'histoire de Tant qu'il le faudra, en fait c'est une histoire qui parle du milieu associatif LGBT à Paris. On suit en fait le quotidien d'un groupe de jeunes qui font partie de la même association, donc de OMAG, qui est une association virtuelle qui a été créée par Cordelia pour son roman. Et donc on suit en fait tout un tas de personnages. Le roman commence avec la rentrée scolaire et du coup la rentrée associative, et ensuite du coup ceux qui sont déjà présents dans l'association et qui toutes leurs histoires passées qu'on découvre petit à petit, et puis on suit également des nouveaux qui vont intégrer l'association pour la première fois cette année. C'est un titre que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment très chouette, les personnages sont très attachants, on a envie d'en savoir plus. J'étais en train de shipper tous les personnages, donc quand on ship des gens ça veut dire qu'on... quand on regarde un film, une série, qu'on lit un livre et qu'on espère que deux personnages vont finir ensemble, enfin moi voilà, j'étais en train de shipper à peu près la moitié de l'association, tout va bien. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que les personnages ne sont pas parfaits du tout et qu'ils continuent à apprendre, qu'ils continuent à se déconstruire, puisqu'en fait certes c'est un groupe de jeunes du coup LGBT, mais malgré tout on voit qu'il y a plein de sujets sur lesquels ils sont pas tous au point. Par exemple sur des sujets du racisme, tous ne sont pas... issus de minorités, donc tous ne connaissent pas tout ça, et puis certains sont maladroits dans leurs propos. On a également le traitement du handicap qui est très important dans ce tome-ci, puisqu'une des nouvelles de l'association, Jade, est en fauteuil roulant, et que du coup ça pose beaucoup de questions sur l'accessibilité, etc. Et puis on voit également par rapport à la transidentité que voilà, dans le groupe il y a une personne trans et une personne non binaire, mais en fait on voit que tous les autres ils connaissent pas forcément très bien le sujet et puis qu'ils ont des avis qui sont pas toujours forcément très bons sur tout ça, et donc ça permet aussi d'en parler. Je trouve ça intéressant de montrer que même dans ce milieu où les gens sont assez éduqués au moins sur certains sujets, qu'ils peuvent continuer en fait à s'améliorer, qu'ils peuvent continuer à se déconstruire, qu'ils peuvent continuer à en apprendre plus, et je trouve ça hyper intéressant, hyper positif comme message de montrer voilà, qu'on peut toujours en apprendre plus en discutant, en essayant de comprendre en fait. Et puis qu'il y a des maladresses, etc. qu'il faut éviter. Voilà, je trouve ça vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de voir la suite, je les lirai avec très très grand plaisir, et je vous invite du coup grandement à aller soutenir Cordelia, et puis aussi à aller voir tout ce qu'elle fait comme contenu, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Vraiment je vous recommande très chaudement. Elle avait sorti déjà chez Scrinéo un roman, et il y a aussi une trilogie qui arrive d'elle chez Scrinéo en jeunesse, donc voilà. Et celui-ci du coup je lui ai mis la note de 17/20. Ensuite on va passer du coup à mes deux lectures numériques, donc les deux lectures des romans de Céline Chevet. Pareil, je les ai lus parce que Céline Chevet est une ancienne lauréate du PLIB. D'ailleurs Cordelia était une ancienne sélectionnée, donc ça rapporte aussi des points. Et du coup donc j'ai lu Les fantômes du Cassiopée et Le Ventre. Ce sont ces deux romans qui sont publiés chez Juno Publishing, qui est une maison d'édition. Voilà, je trouve que c'est un peu à la limite quand même avec de l'auto-édition. Ce sont des titres qui sont du coup assez facilement disponibles en format numérique, mais par contre pour le format papier ils sont épuisés, puisque Juno Publishing, je crois qu'il y a que très peu de tirages en papier. Céline Chevet parle parfois de ces romans-là en salon, mais c'est le roman qu'elle a publié avant tous ceux qu'elle a sortis aux éditions du Chat Noir. Et elle trouve que ce sont des romans qui sont moins aboutis, qu'elle est contente de les avoir écrits à cette époque-là, mais que voilà, elle referait plus ça. Du coup ce sont deux titres en fait qui sont des titres d'homo-romance, donc avec des relations entre des hommes, avec du contenu sexuellement explicite, et puis ce sont également des titres par contre dans un univers futuriste, et c'était pour ça que ça m'intéressait. Donc tout d'abord le premier que j'ai lu c'est Les fantômes de Cassiopée, qui est en fait le deuxième qu'elle a écrit, mais les deux titres sont dans le même univers, mais voilà, les deux titres peuvent se lire complètement indépendamment l'un de l'autre. Il y a une petite liaison entre les deux, mais franchement voilà, vous pouvez les lire complètement indépendamment. Donc pour Les fantômes de Cassiopée, ça se passe du coup sur une planète un peu particulière, qui est on va dire un peu voilà, une version alternative, dans lequel on a vraiment tout un aspect qui est très contrôlé par tout ce qui est des mafias, des enjeux de pouvoir, etc. Et du coup on a des personnes qui sont très riches, et puis on a toutes des personnes qui sont un peu à la solde de la mafia et qui elles sont très pauvres et qui vivent complètement dans les bas-fonds. C'est le cas de notre personnage principal, dont j'ai oublié le prénom, qui est en fait un jeune homme qui a grandi avec son père qui était monteur de vidéos porno, et du coup il est très habitué à ça, et du coup il a une vision de la sexualité qui est vraiment très très mauvaise, et lui il était en gros dealer, et il va se retrouver suite au décès de son père à devoir gagner de l'argent pour se loger, etc. Et finalement en fait il va atterrir dans une maison de prostitution où il va rencontrer le personnage de La Rose, qui est un homme qui est un prostitué très célèbre.
et très haut de gamme on va dire. Et donc voilà, du coup en fait ça va parler de tout ça et en fait il va découvrir qu'il y a toute une histoire puisqu'il y a des prostituées qui se font tuer assez régulièrement et notamment des prostituées qui gravitent autour de la rose qui se font tuer et on essaie un peu de démêler le vrai du faux, de savoir ce qui se passe, on comprend que c'est très lié également voilà, à des histoires de mafia et tout ça et du coup notre personnage principal essaye de comprendre tout ça en même temps qu'il commence un peu petit à petit à changer plus ou moins d'avis sur la sexualité, etc. C'est assez particulier. Au niveau du consentement, ça dépend. Il y a des scènes assez dures parce qu'il n'y a pas de consentement et il y a des scènes où c'est pas pareil. Enfin, voilà, c'est assez différent, c'est assez... ouais, j'ai trouvé ça très prenant, ça se lit vraiment très bien. J'ai bien aimé tout le côté d'univers, tous les bas-fonds, etc. J'ai bien aimé tout ça. Et puis tout le mystère du coup derrière les fameux fantômes de Cassiopée, qu'est-ce que c'est que tout ça, toute l'histoire autour de la mafia, etc. Ça vraiment j'ai trouvé ça très intéressant. Le côté homo-romance, bon voilà, m'a pas plus parlé que ça, c'était assez cliché et les personnages sont un peu agaçants. J'ai aussi noté que la fin était pas forcément géniale, mais je dois dire que je me souviens plus trop de ce qui se passe à la fin. Ah si, je me souviens un peu de la fin. Ouais, bon, la fin était assez standard, voilà. Ça m'a pas plus marqué que ça, vous en serez rendu compte. Du coup, j'ai mis la note quand même de 15 sur 20 parce que j'ai passé un bon moment avec tout le reste de ma lecture et que j'ai bien aimé découvrir cet univers. Et du coup, comme j'avais bien accroché, je me suis lancée dans Le Ventre, qui existe avec ces deux couvertures-là en fait. Et Le Ventre, du coup, ça se passe dans le même univers. On retrouve un personnage en commun entre les deux. Alors juste un seul, moi j'espérais qu'il y en aurait un peu plus mais non. Le Ventre se passe du coup plutôt après et dans Le Ventre on suit en fait un équipage d'un vaisseau spatial dans lequel d'ailleurs, enfin voilà, parmi cet équipage il y a une fille en fait qu'on a rencontrée dans Les Fantômes de Cassiopée et cet équipage en fait protège un ventre. Un ventre en fait c'est un espèce de gros trou dans lequel il y a des espèces de monstres et en fait les rôles de ce monstre si vous voulez c'est que c'est des... en fait c'est vraiment une métaphore par rapport au ventre et au tube digestif donc c'est assez particulier mais en gros ces espèces de créatures d'énormes monstres c'est des protecteurs du ventre et du coup ils sont là pour éliminer des parasites. Du coup les humains qui arrivent dedans ils sont considérés comme des parasites. Du coup voilà il y a pas mal de conflits etc, pas mal de choses et tout ça du coup existe depuis un petit moment. Ça fait un petit moment qu'il y a donc un groupe qui est basé là-bas, en fait ils peuvent plus repartir avec des combats réguliers etc et il va y avoir quelque chose puisqu'en fait il y a une jeune fille qui était sur un vaisseau avec toute sa famille. Il va y avoir un problème et elle va se retrouver arrivée au ventre et du coup ça pose beaucoup de questions parce que voilà, le ventre considère vraiment pour le coup elle que c'est une étrangère et puis ça vient complètement dérégler tout leur système, tout leur fonctionnement. Et donc voilà, du coup ça parle de tout ça. Le ventre pour le coup m'a moins convaincue puisqu'en fait j'ai trouvé qu'il y avait un gros manque d'unité entre tout. C'est-à-dire que comme je vous dis, voilà, d'un côté il y a ça, donc cette histoire avec cette jeune fille qui découvre, enfin qui se retrouve arrivée à l'endroit, enfin au ventre avec tout ce qui se passe, etc. Puis c'est vraiment une jeune fille, elle a genre 12 ans, un truc comme ça. Et d'un autre côté, ça reste donc, comme je vous l'ai dit au départ, un roman avec une homo-romance et du contenu sexuellement explicite. Alors qui ne concerne pas la jeune fille de 12 ans, hein, mais qui concerne d'autres personnages du coup masculins. Mais du coup c'est vrai qu'il n'y a pas de cohérence en fait entre tout ça et du coup c'est assez particulier. Il y a un côté homo-romance érotique vraiment cru et d'un autre côté une ado paumée assez antipathique en plus de ça. Donc voilà, ça c'était vraiment le gros souci pour moi. Par contre l'idée autour du ventre, des bactéries, etc. Enfin c'était hyper intéressant, enfin j'ai trouvé ça très original. Je sais pas comment est-ce qu'on peut avoir ce type d'idée, mais voilà, ça j'ai trouvé ça original. Et puis une fois de plus c'était vraiment prenant. Les deux titres sont assez courts, que ce soit Les Fantômes de Cassiopée ou Le Ventre. En papier je crois qu'ils font entre 200 et 250 pages, quelque chose comme ça. Donc ça se lit vraiment rapidement pour les deux et à ce moment là j'avais envie de choses qui allaient se lire rapidement sur ma liseuse, donc ça a très bien rempli son job. Voilà. Mais du coup j'ai moins aimé Le Ventre, j'ai mis pour le coup la note de 12 sur 20. Si vous êtes curieux de voir vraiment cette idée très particulière, pourquoi pas vous lancer. Mais sinon voilà, c'est plutôt indispensable, je vous recommande plutôt Les Fantômes de Cassiopée. Ensuite, j'ai donc lu Queenie par Candice Carty-Williams. C'est publié aux éditions Calman Levy. C'est un titre dont j'avais vu plein d'excellents retours en version originale et du coup quand il a été traduit en français, je l'ai demandé à Calman Levy et même dans ma vidéo de sortie, il y a encore plusieurs personnes qui m'ont dit que vraiment c'était un super roman. Donc voilà, du coup j'étais très curieuse de voir ça. Alors c'est un roman qui est... qui est marqué comme... alors je sais plus, je crois que c'est considéré comme une comédie romantique, comme une comédie, quelque chose comme ça.
comédie dramatique peut-être. En fait, bon, alors clairement j'ai pas trouvé ça très drôle, hein. C'est plutôt édifiant sur tout ce que ça raconte. C'est un texte qui est important, mais qui est franchement dur, et le côté comédie, on repassera, hein. Voilà, autant prévenir. C'est un roman dans lequel on va suivre du coup l'histoire de Queenie, qui est une jeune femme afro-américaine, qui est d'origine jamaïcaine, qui travaille à Londres, ou en banlieue de Londres, je sais plus exactement, et qu'on va suivre en fait dans tout son quotidien, avec ses amis, etc. Et Queenie, c'est un peu... au départ, elle vit avec son copain, elle a son job, mais elle va un peu tout foutre en l'air, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très assidue dans son job, et puis ça se passe plus très bien avec son copain, et donc en fait il y a un peu tout qui va exploser en même temps, en plus de ça, donc au moment où son copain lui annonce qu'il veut faire un break, Queenie en fait va se mettre à sortir et avoir des aventures avec plein d'hommes, et vraiment ce sont des hommes qu'elle ne choisit pas en fait, ce sont des hommes qu'elle choisit entre guillemets mais qu'elle ne sélectionne pas, du coup c'est un peu tout le monde et n'importe qui, enfin c'est des relations qui sont très malsaines, qui sont vraiment, vraiment difficiles, puis on voit vraiment chez beaucoup d'entre eux il y a un très gros fétichisme sur le corps de la femme noire, enfin c'est vraiment assez difficile de ce côté-là, et puis vraiment, enfin, et du coup Queenie paraît assez antipathique, c'est vraiment particulier comme lecture, et ça prend vraiment quand même la première moitié du récit, en sachant qu'il fait 400 pages, donc il y a à peu près 200 pages comme ça, où on voit un petit peu comment tout, enfin vraiment une descente, voilà, avec une dépréciation de soi, du coup dans les relations amoureuses qui sont hyper catastrophiques, le job ça se passe pas bien, enfin bref, voilà, il y a vraiment tout, voilà, rien qui va. Une fois passé ça, j'ai trouvé que le personnage de Queenie était vraiment très attachante. On voit ensuite, donc, on comprend en fait voilà, que c'est vraiment tombé pour mieux se relever, mais que la remontée, elle se fait pas en un déclic. Que la remontée, c'est pas elle croise quelqu'un qui lui dit ta vie va changer et puis sa vie change. C'est vraiment quelque chose qui va être long, qui va être difficile, et qui va lui demander beaucoup de travail sur elle-même. Et du coup, ça parle aussi beaucoup de s'accepter soi-même, du travail à faire avec soi. Elle voit un psy, etc. Mais je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup un travail avec soi, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et puis ça parle aussi du coup de tout son vécu, de son héritage de femme racisée, etc. Et puis aussi de sa vie personnelle, de son vécu psychologique personnel. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et voilà, ce que j'ai aimé, c'est que sa remontée est vraiment réaliste, que c'est pas du tout immédiat, il n'y a pas un changement radical comme on peut le voir dans certains romans de développement personnel. Et du coup, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions très intéressantes, et surtout, je trouve, voilà, sur l'héritage de cette femme racisée et de tout ce que ça implique chez elle d'être une femme racisée. Et vraiment, c'était vraiment intéressant, même si c'est vrai que voilà, la première moitié est quand même assez particulière à lire, et assez... Enfin, peut être un peu compliqué à passer. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui l'avaient abandonné en fait avant la première moitié, enfin dans la première moitié, et je comprends. Voilà. Mais la suite est vraiment intéressante. Alors ça a été comparé un peu à une sorte de Bridget Jones. Je trouve pas que ce soit le cas, hein. C'est beaucoup plus démoralisant de lire ça, clairement. Mais c'est vraiment intéressant. Donc voilà, du coup celui-ci j'ai mis la note de 16 sur 20, et je remercie du coup Calman Levy pour l'envoi de cette lecture. C'est le type de lecture qu'on ne fait pas forcément tous les jours. Ensuite, j'ai lu Radium Girls par Si aux éditions Glénat, qui est donc une bande dessinée. C'est un tome unique, c'est une sorte de roman graphique en fait qui fait à peu près 140 pages, je crois, quelque chose comme ça. C'est un titre qui me faisait très envie depuis un petit moment. Pour ma part, je connaissais déjà l'histoire des Radium Girls, mais malgré tout, j'étais très curieuse de découvrir ce qu'en avait fait Si. En fait, les Radium Girls, c'était des jeunes femmes qui... alors c'était aux États-Unis, en fait, elles travaillaient dans une entreprise dans laquelle elles devaient peindre avec de la peinture au radium des éléments. Et avec les connaissances qu'on a maintenant, on comprend forcément la catastrophe que c'était sur le plan sanitaire. Mais à l'époque, alors soit on le savait pas, ou soit c'est ce qu'on montre aussi dans le roman graphique, soit on le savait mais on considérait que comme c'était des femmes, c'était pas trop grave. Voilà. Donc en gros l'idée c'était qu'en fait elles devaient, non seulement elles étaient absolument pas protégées, puis c'était vraiment pire que ça, à savoir que pour peindre au radium, il fallait que, comme c'était des peintures assez fines, il fallait que les poils du pinceau soient vraiment très lissés, et pour ça en fait elles les humectaient en les trempant dans leur bouche, et ensuite en trempant dans le radium, et ensuite en peignant, et puis rebelote, enfin voilà comme ça. Et donc forcément en fait elles ont ingéré énormément de radium. Et ça va avoir des conséquences absolument désastreuses sur leur santé comme on l'imagine, puisque le radium c'est hautement radioactif, voilà.
Et donc du coup on va parler de tout ça à travers donc l'histoire en fait de jeunes femmes qui travaillent ensemble dans un atelier, qui sont amies, et puis voilà de tout comment ça va se passer pour elles. C'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé le point de vue qui a été pris par Si. En fait il y a tout un entretien à la fin qui fait quand même au moins une dizaine, quinzaine de pages, enfin un entretien assez long avec Si, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, et du coup ça explique en fait pourquoi est-ce qu'elle a fait ce choix d'un récit qui est très centré sur l'humain, très centré sur ces femmes, le vécu de ces femmes, et pas sur le plan vraiment scientifique, parce qu'en fait elle explique voilà, qu'elle a fait des recherches, mais que si elle avait voulu faire un vrai truc hyper scientifique sur tout ça, elle aurait clairement eu besoin que ce soit fait avec quelqu'un d'autre, et du coup pour être sûre de faire quelque chose de juste, finalement bah, pour elle c'était plus simple de prendre le prisme de ces femmes et de parler de leur vécu, et donc un côté peut-être un peu plus sentiment que scientifique, avec vraiment un roman, même si ça parle de femmes qui ont vraiment existé. Donc voilà, j'ai trouvé ça en fait vraiment hyper intéressant, et puis c'est vrai que le prisme humain est très humain, enfin voilà, et que ça fonctionne très bien. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fait toute la bande dessinée a été réalisée avec 8 crayons de couleur, enfin en tout cas avec 8 couleurs de crayons de couleur, puisque je pense qu'il y en a certains qui ont été... Oui, il en a fallu plusieurs. Mais voilà, et en fait du coup ça fait une colorimétrie qui est vraiment très très chouette, avec des tons bah, vraiment comme sur la couverture, voilà, vert très pâle, radioactif, et puis plutôt dans des tons un peu violets, etc. Je trouve que ça fonctionne hyper bien, que c'est très joli, les dessins sont très typés. Et puis l'entretien avec Si était hyper intéressant. Donc voilà, je vous recommande très très grandement de découvrir les Radium Girls. Je crois qu'il y a eu aussi un film ou une série dessus, enfin bref. N'hésitez pas non seulement à aller découvrir l'histoire de ces femmes, qui est très intéressante, et puis aussi donc cette bande dessinée, ce roman graphique qui est sorti chez Glénat. Et du coup je lui ai mis la note de 18/20, celui-ci pour le coup je l'ai lu sur la plateforme Isneo, je vous en parle assez régulièrement, c'est une plateforme qui permet de lire en fait pas mal d'ouvrages graphiques en version numérique. Et donc pour terminer j'ai donc lu Silencieuse, donc la bande dessinée par Sibylline Menet et Salomé Joly, c'est chez Perspective Art. Je crois que c'est un titre qui n'est plus édité maintenant puisque j'ai eu un peu de mal à le trouver, je voulais me le procurer, j'ai eu un peu de mal, mais voilà, ça reste possible. Silencieuse du coup c'est un titre en fait au départ c'était du coup c'était Salomé Joly qui avait commencé un peu à regrouper des témoignages par rapport au harcèlement de rue, et ensuite Sibylline Menet en fait enfin associée avec Sibylline Menet du coup elles en ont fait un ouvrage graphique avec vraiment voilà toutes ces histoires qui s'enchaînent, et puis on voit un petit peu les connexions, enfin voilà, du coup il y a eu des petits liens qui ont été faits entre toutes les différentes jeunes femmes. Ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a beaucoup de diversité dans les personnages, et puis les dessins de Sibylline Menet, vraiment je suis hyper fan, je vous invite hyper chaudement à aller regarder son travail sur Instagram, c'est je trouve un vrai plaisir pour les yeux. Et voilà, et du coup en fait ça parle du harcèlement, mais à travers plein de... du harcèlement de rue, mais à travers plein de témoignages très différents les uns des autres, qui racontent pas du tout tous la même chose, et le message final de tout ça c'est vraiment de dire que c'est pas comment tu t'habilles qui importe, que c'est pas à quelle heure tu es sorti qui importe, que c'est pas ton état d'ébriété qui importe, que le problème c'est le comportement des hommes qui harcèlent dans la rue, et que c'est pas normal, et que c'est normal d'en parler, et qu'il faut en parler entre soi, et c'est un titre avec beaucoup de messages d'entraide, et qui montre voilà, l'importance de dénoncer. C'est vrai moi j'avais envie que ça aille peut-être un petit peu plus loin dans le récit, mais j'ai trouvé ça déjà vraiment très chouette, et j'ai beaucoup aimé. Je vous en montre encore un petit peu. Mais voilà, donc vraiment c'est une chouette bande dessinée, c'est cool de trouver du contenu en fait qui parle de ça. Et puis je trouve ça bien fait, même si j'en aurais bien aimé un petit peu plus, mais voilà, je trouve ça bien fait. Donc voilà, celui-ci je lui ai mis la note de 17/20, je vous recommande également la découverte. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si je vous ai donné comme d'habitude envie de découvrir certains de ces titres, et puis donc